de passer la parole à Arnaud Jacquier. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que donc vous n'avez effectivement pas accès ni à la caméra ni au micro, et donc on vous remercie de poser les questions dans le chat. Arnaud Jacquier, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes chercheur à l'Institut Neuromyogène à Lyon et vous allez donc nous parler des différents axes de thérapie, pharmacologie, thérapie génique, thérapie cellulaire, y compris pour les formes ultra rares. Donc, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes et nous prendrons ensuite une ou deux questions. Très bien, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Tout d'abord, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ok, super. Bon, donc je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Je vais vous parler donc de mon travail et je vais vous faire une petite introduction donc générale à la demande des organisateurs sur les axes un petit peu de thérapeutique qu'on peut développer. Voilà. Donc, un organisme est composé de cellules, donc c'est la composante unitaire indispensable. On est composé de 10 puissance 14 cellules avec plus de 250 types de cellules différents, donc des cellules de peau qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que par exemple vos neurones ou vos cellules de Schwann. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chacune de vos cellules va comporter la même quantité d'ADN et la même qualité d'ADN. Il est identique dans chacune de vos cellules, ce qui représente tout de même 2 mètres d'ADN compacté dans un tout petit noyau, donc au centre de la cellule, et ce qui va représenter 3,2 milliards de lettres. Donc 3,2 milliards, ça paraît un petit peu abstrait comme chiffre, mais j'ai une fille qui adore Harry Potter, donc je vous ai fait la conversion. Ça va nous donner l'équivalent de 7500 livres d'Harry Potter pour son tome 1. Donc c'est une information qui est très très importante, qui est codée par 4 lettres, ATGC. Et donc chacune de vos cellules va comporter au sein de son noyau ces 7500 livres de Harry Potter. Et donc, quand on a une mutation, une maladie génétique, en fait, c'est une mutation qui va avoir lieu dans l'un de vos gènes, qui va se trouver à une certaine page, dans un certain chapitre de l'un des livres, et ce qui va rendre malade, en fin de compte, la cellule, et ce qui va, par conséquence, aussi rendre malade l'organisme. Donc, il y a trois grandes approches globalement thérapeutiques pour pouvoir soigner cette cellule. C'est tout d'abord la première thérapie qui a été développée, c'est la pharmacothérapie. Donc, on va utiliser des molécules qui sont naturelles ou synthétiques, qui ont été tirées par exemple de plantes ou de choses comme ça. Et on va agir sur les symptômes de la cellule pour essayer donc de soigner cette cellule de ces symptômes. Mais pour les soigner de ces symptômes, il faut avant tout comprendre les mécanismes à l'œuvre de la pathologie à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir sur le côté ici, comprendre parfois c'est compliqué. Il y a de nombreux mécanismes. La deuxième approche, il va s'agir de la thérapie génique. Et c'est quelque chose que vous avez probablement déjà entendu parler. On va utiliser pour cette fois-ci donc un gène médicament pour venir guérir la cellule, remplacer quelque part la fonction qui était perdue dans cette cellule, venir guérir cette cellule et guérir ses symptômes par la même occasion. Et la troisième approche, ça va être une approche de thérapie cellulaire, où cette fois-ci, on ne va pas guérir la cellule, mais on va venir la remplacer par une cellule saine. Donc voilà pour les trois grandes approches thérapeutiques. Donc bien évidemment, vous avez compris que dans les cas d'une maladie génétique, il faut mener une enquête génétique pour pouvoir découvrir quel est le gène qui va être muté, qui va être coupable. Et puis aussi, on va mener une enquête au niveau de la cellule, une enquête biologique pour essayer de comprendre les mécanismes à l'œuvre dans cette cellule, quels sont ses symptômes et comment essayer de la soigner. Donc, si on commence avec cette enquête génétique, je vous ai dit que chacune de vos cellules présente 3,2 milliards de paires de bases, ce qui représente, en fin de compte, 7500 livres d'Harry Potter. Ces 7500 livres vont contenir environ 21 000 gènes, et donc on va commencer cette enquête génétique avec 21 000 suspects pour essayer de découvrir quel est le coupable. Et donc, vous voyez ici un exemple entre, d'un côté, un gène sain et de l'autre côté, un gène pathologique. Vous voyez que
la différence n'est pas criante, en tout cas sur un premier coup d'œil, mais on va voir ici en regardant plus attentivement dans le rond, dans le cercle rouge, il y a une faute de frappe avec ici un G qui a été transformé en C, et ce sont donc ces petites variations qu'on va venir rechercher pour essayer de comprendre, pour savoir si cette variation-là est responsable ou pas de la pathologie. Ici, il s'agit de 2 séquences véridiques tirées de mes recherches. Et donc, il faut savoir aussi que d'un individu à un autre, nous avons de nombreuses variations dans notre code génétique. Ce sont des variations qui sont tout à fait naturelles, qui font que vous êtes unique, mais parfois, certaines d'entre elles peuvent être responsables d'une pathologie, et ici, c'en est le cas. Donc, cette enquête génétique, nous l'avons menée à Lyon, donc en réel, sur une famille qui a été reçue aux HCL, une famille présentant une CMT axonale qui était en errance diagnostique depuis bien longtemps. Les équipes de généticiens donc, de l'hôpital ont trouvé un suspect sans pouvoir affirmer totalement que c'était le coupable dans cette maladie. Et donc, le suspect s'appelait le gène COX-7. Et donc, la première question qu'on s'est posée, c'est quelque part, est-ce que ce suspect est déjà connu? Est-ce que ce gène a déjà été identifié dans des pathologies type CMT ou d'autres pathologies même? Eh bien, la réponse est non. Le gène n'a jamais été associé à une maladie. Est-ce que ce suspect, quelque part, est sur le lieu du crime? C'est-à-dire qu'on sait que chez ce patient, ce sont les neurones moteurs qui vont dégénérer. Et la question était de savoir, est-ce que ce gène est exprimé dans les neurones moteurs? La réponse est oui, ce gène est bien exprimé dans les neurones moteurs, donc il était sur le lieu du crime. Et est-ce que ce suspect a une fonction importante? Eh bien, encore une fois, la réponse est oui, parce que ce gène est très conservé dans l'évolution, c'est-à-dire qu'il est présent aussi bien chez l'homme, mais aussi chez le poisson, la drosophile, ou même le ver de terre, Caenorhabditis. Donc, la suite de ce projet était l'enquête cellulaire pour essayer de prouver que la mutation, la variation de ce gène était bien responsable de la maladie. Chez le patient, ce sont les neurones moteurs qui dégénèrent. Est-ce que nous pouvons étudier au laboratoire les neurones moteurs du patient directement? La réponse est non, parce que nous ne pouvons pas les prélever, c'est impossible. Les neurones moteurs ne peuvent pas être prélevés tout simplement parce qu'ils ne sont pas renouvelés naturellement par le corps. Par contre, nous pouvons prélever des cellules de peau parce que celles-ci sont renouvelées par le corps, ce qui nous permet de travailler au laboratoire sur les cellules de peau du patient. Aussi, nous pouvons aller plus loin en utilisant les travaux de recherche de Yamanaka, prix Nobel de médecine 2012, qui a découvert une recette de laboratoire qui permet de reprogrammer la cellule en cellule souche, c'est-à-dire quelque part de la faire rajeunir à un niveau embryonnaire, à un état embryonnaire. Et puis ensuite, de cet état embryonnaire, eh bien, on va lui donner des informations pour pouvoir la transformer en neurones moteurs de la moelle épinière, et ce, in vitro au laboratoire. Et c'est ce qui va nous permettre, vous le voyez sur ce schéma, d'étudier les neurones moteurs de notre patient, ici au laboratoire, sans avoir eu à les prélever. Alors, que va-t-on étudier dans ces cellules, que ce soit les cellules de peau ou les neurones moteurs du patient? Eh bien, nous partons tout d'abord, dans la chaîne de la vie, il y a tout d'abord l'ADN qui va stocker l'information, qui va donner un ordre de fabriquer une protéine, c'est ce qu'on appelle l'ARN messager. Et enfin, en dernier lieu, il y a la protéine qui, elle, c'est l'espèce de petit robot, le constituant élémentaire de la cellule qui va permettre donc de créer, d'avoir des fonctions dans la cellule. Donc nous sommes partis de l'hypothèse que le variant dans le gène COX-7 au niveau de l'ADN était responsable potentiellement de la maladie, c'était en tout cas notre hypothèse de travail, et nous avons étudié, eh bien, dans les cellules de peau de ce patient, nous avons étudié la quantité d'ARN messager qui était fabriquée, et nous n'avons pas trouvé de différence, pour ensuite s'intéresser à la quantité et à la qualité des protéines qui étaient produites par cet ARN messager, et là, nous avons constaté qu'il y avait une perte de 90% de la quantité normale de ces protéines, et que les 10% qui restaient étaient tout à fait normales au niveau de leur forme, mais le problème était sur la quantité, c'était un problème de quantité. On a donc suspecté une perte de fonction. Alors,
Que sait-on au niveau de cette protéine COX-7? Elle est responsable de la synthèse, de la production de coenzyme Q10, qui est un antioxydant très important pour les cellules. Et nous avons vérifié, eh bien, chez le patient, à la fois les cellules et le plasma étaient en déficit non seulement de la protéine COX-7, hein, mais aussi de la production de coenzyme Q10. Et donc, nous avons essayé in vitro cette approche thérapeutique de fournir du coenzyme Q10 à nos cellules, et on a vu in vitro une nette amélioration du comportement de ces cellules, ce qui a poussé les cliniciens qui travaillaient avec moi à prescrire une supplémentation orale à ce patient lyonnais qui est donc depuis maintenant 6 mois reçoit du coenzyme Q10 qui est un complément alimentaire. Et donc c'est un travail d'équipe, donc je tiens à remercier toute l'équipe de Laurent Schaeffer. Évidemment, je tiens aussi à remercier les financements que nous a apporté la FM Téléthon, l'Association pour le développement de la neurogénétique et puis la SFNP. Et si vous êtes intéressé par ce travail d'équipe, je vous invite à flasher le petit QR code sur le côté pour pouvoir avoir accès à l'article scientifique en anglais. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Arnaud, c'était très clair, très didactique. Voilà, c'était très intéressant. Alors, je vois pas de questions posées dans le chat. Euh, Moi, j'en aurais peut-être une ou deux. Alors, je vais essayer de rester sur des questions assez simples. Ce déficit primaire a-t-il d'autres effets que sur la voie de synthèse du coenzyme Q10? En effet, sur la cellule, sur ce qu'on a pu détecter dans les cellules, non, c'est véritablement uniquement la synthèse de coenzyme Q10. Maintenant, les conséquences de la perte en coenzyme Q10 sont beaucoup plus floues, c'est-à-dire que d'autres gènes sont aussi indispensables à la synthèse de coenzyme Q10 et ne sont pas forcément associés à la même pathologie. Et donc, on va avoir, certains vont développer une myopathie, d'autres une ataxie. Donc, c'est véritablement, c'est plus complexe qu'il n'y paraît, et on n'a pas encore toutes les réponses, hein, évidemment. Ok. Merci à Arnaud. Il y a eu Franck qui voulait poser une question et j'en relayerai une ou deux qui sont dans le chat rapidement. Merci pour cette belle présentation. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi y a-t-il que des symptômes neurologiques, alors que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour la vie de toutes les autres cellules. Moi, j'ai du mal à comprendre cette neurospécificité. Alors, c'est une très bonne question. Et en effet, des mutations dans le gène COX-7, pour parler un petit peu plus technique, hein, ont été aussi associées à d'autres formes de pathologies qui sont aussi neuronales, hein. Donc, ça a été aussi associé à la HSP chez l'adulte. Ça a été aussi associé chez des enfants à des formes beaucoup plus complexes et multi-organiques, hein, qui vont toucher plus d'organes. Donc, il est vrai que le spectre de pathologies liées à la mutation de ce gène est très large. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous avons tous un apport en coenzyme Q10 par l'alimentation. Donc, on a une synthèse qui est faite par le corps via cette protéine COX-7, mais aussi via l'alimentation, nous avons un apport en coenzyme Q10 naturel, surtout si on va consommer par exemple des poissons gras ou de l'olive, des choses comme ça, où tous ont des compositions en coenzyme Q10. Donc on peut aussi supposer qu'en fonction de l'alimentation et des capacités d'absorption de ce coenzyme Q10 via l'alimentation, le spectre soit différent. Merci Arnaud, merci Franck pour la question. Dans le chat, je vois qu'on évoque le fait de remettre le QR code. Donc je ne sais pas Arnaud si vous est possible de copier le QR code dans la conversation, Bien comme ça, sûr. ou le lien pour accéder à l'article, comme ça les gens pourront accéder à l'article. Oui, je suis Il y avait une question qui disait cela ne fonctionne que sur un patient.
Non, j'imagine que ça fonctionnerait sur d'autres patients, mais il n'y en a qu'un qui a pu bénéficier, en tout cas, de cette étude, mais je vous laisse répondre. Oui, donc cette mutation est très rare. On a trouvé quelques cas dans le monde qui peuvent bénéficier aussi de ce traitement. Alors attention, hein, c'est un traitement par supplémentation orale. Malheureusement, je ne peux pas, avec le peu de personnes qui ont débuté ce traitement, je ne peux pas vous dire si ce traitement est fonctionnel. Je ne vais pas ici vous vendre un traitement miracle, hein. Soyons précis. Maintenant, j'ai bon espoir et j'ai l'espoir que ça puisse freiner la progression de la maladie. En tout cas, la supplémentation en coenzyme Q10 améliore le comportement des cellules. Maintenant, vous pouvez me rappeler, je me suis perdu sur la question. La question, c'était de savoir si ça pouvait bénéficier à d'autres patients. Oui. Alors, c'est une excellente question. En effet, c'est quelque chose où tout de suite, Nathalie, Bernard Marissal et puis Valérie Delague m'ont dit que c'était intéressant. Ça serait potentiellement intéressant d'aller voir aussi sur d'autres formes de CMT si ça pourrait avoir un impact. Excusez-moi, mais nous n'avons pas, pour le moment, nous n'avons pas d'informations sur d'autres pathologies. Maintenant, il faudrait faire des essais, de nouvelles études scientifiques pour pouvoir répondre à cette question. Alors, on a des mains levées au niveau des intervenants. Je voudrais préciser que sur les CMT2, aujourd'hui, on a à peu près une errance de diagnostic génétique d'environ 50%. Donc, ça aussi, c'est un sujet, hein. Donc, quand on a découvert cette anomalie génétique qui conduisait à un spectre de symptômes proches CMT, mais pas que, ça a été dit précédemment. Évidemment, il y a cette question d'errance de diagnostic dont a parlé Sharon tout à l'heure. Donc, il y a une vraie question aussi de retrouver des patients en errance, peut-être atteints par cette mutation. Donc, concrètement, on ne sait pas exactement quelle est la prévalence, puisque c'est très récent. Et donc, il va falloir repasser au crible, je dirais, les génomes pour voir s'il n'y a pas d'autres patients atteints par cette mutation et qui pourraient éventuellement participer à cet essai. Il y a des mains levées. Ça a été ajouté au panel, donc Oui. on a bon espoir que si d'autres patients se présentent avec cette pathologie-là, ils pourront bénéficier tout de suite d'une supplémentation orale. Alors, il y a des mains levées, mais je vois qu'on est en train de grignoter notre temps. Donc, Jean-François. On va peut-être essayer d'avancer et garder peut-être certaines des questions pour la fin, puisqu'il y aura un moment où on pourra reposer des questions. Alors, bien sûr, tous les intervenants seront peut-être plus connectés. Je sais qu'Arnaud doit se déconnecter, mais en tout cas, si des questions ne peuvent pas être répondues maintenant, on vous fera suivre ces questions-là pour éventuellement y apporter des réponses. Merci Jean-François pour cette précision et un grand merci à vous encore Arnaud Jacquier pour cette présentation qui était effectivement très riche et très accessible également.